Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans notre podcast Axe Open. Alors aujourd'hui c'est l'édition spéciale puisque c'est l'été. Il fait chaud là à Lyon, il fait actuellement je crois 38 degrés. Ah ouais, j'ai 37. Ouais. 37, ouais. Du coup, autant vous dire que là, nous, on a la chance d'être sous la clim, mais dès qu'on va ressortir, on va faire la malin. Alors, de votre côté, vous êtes peut-être sur la route des vacances, sur la plage, en montagne, et pour les moins chanceux comme nous, peut-être aussi au bureau. Donc, on vous propose aujourd'hui l'édition spéciale. L'idée, c'est de faire un podcast un petit peu plus détente, entre guillemets, que d'habitude. L'année dernière, les années précédentes, donc on a parlé les étés de l'informatique dans le monde du sport, dans le monde du cinéma. On a aussi trashé pas mal les technos l'année dernière. Et l'idée aujourd'hui, ça va être de raconter un petit peu les histoires de développeurs qu'on a autour de la table. Donc voilà, voir un petit peu ce que chacun a vécu, comment est-ce qu'il est devenu développeur. Et aussi, on va finir par un petit truc assez drôle qu'on n'a encore jamais fait. C'est, vous le savez, si jamais vous codez un petit peu, quand vous êtes dev, ou même si vous codez pas trop, vous pensez sûrement des trucs sur les devs, il y a beaucoup de clichés qui passent, des stéréotypes, etc. Donc l'idée, c'est qu'on les prenne un à un et puis qu'on vous dise notre vérité. Alors, la team du jour, un peu exceptionnelle pour ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast. Comme me le disait Jonathan tout à l'heure, on a l'équipe bis, on a l'équipe de nuit qui fait le remplacement parce que les autres sont pas là. Celui que vous connaissez déjà, il y a Nathan, le monsieur prof du code. Salut. Et ensuite, des petits nouveaux que vous avez peut-être déjà croisés une ou deux fois. Donc, on a Nathan A. Bonjour à tous. On a Jonathan. Hello. Je te dis pas que t'es le PHP man. Oh, fut un temps, j'étais le PHP man. Maintenant, c'est fini. On a Antoine. Bonjour à tous. Et on a Noé qui nous fait son tout premier Salut. podcast avec nous. Donc on va démarrer directement. Nathan, je vais te laisser le micro. Si tu peux me raconter un petit peu comment est née ta passion pour l'informatique et à quel âge finalement t'as démarré. Moi, ça venait beaucoup de mon père qui était informaticien. Du coup, je ne savais pas trop quoi faire après le lycée. Je suis parti dans un DUT informatique assez simplement, sans trop savoir ce que je voulais. J'ai envie de dire, par chance, je suis tombé sur le développement, qui est une des branches de l'informatique. Et j'adorais, alors je ne connaissais pas du tout. Et au final, on a quasiment fait que ça du DUT. Et pour le coup, j'ai eu un peu de chance là-dessus. J'avais un peu commencé à la programmation avec la calculatrice au lycée, avec les petites bases, mais sans même savoir. Triché en fait, non? Ah, du tout. C'était autorisé. Il y en avait qui écrivaient leurs cours en calculatrice, moi je faisais des programmes, donc chacun sa passion, quoi. Du coup, t'as commencé comme ça. Et du coup, avoir un papa informaticien, ça aide, j'imagine? Ça aide, oui. Surtout pour le contexte informatique. On est beaucoup dans le dev, mais savoir plein de trucs autour de l'ordinateur ou ce genre de choses qu'on n'a pas forcément appris à l'école peut être pas mal utile. Je reviendrai là-dessus, je pense, tout à l'heure, mais je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des parents qui sont peut-être dans l'informatique. Alors, c'est pas mes parents, mais moi, c'est mon cousin, justement. Et comme Nathan, c'est lui qui m'a fait découvrir la programmation informatique. Donc, il m'a fait découvrir, il m'a donné des sites à faire, et de fil en aiguille, c'est devenu ma passion, et j'ai fait après mes études pour faire justement développeur informatique. L'influence de la famille dans le parcours. C'est un truc de Nathan, ça. Du coup, Jonathan, toi, t'as commencé comment? Moi, si vraiment je dois dire comment j'ai commencé, c'était en terminale. La vérité, toute la vérité. La vérité, ouais. La vérité, c'est que je suis allé en spécialité de terminale S, c'était ISN, informatique sciences, informatique sciences numériques. Pourquoi je suis allé dans cette filière? Parce qu'on m'a dit que c'était celle où on bossait le moins. Vraiment, plus véridique. Je suis allé là-bas. Il y avait SP maths, SP physique. J'ai fini en ISN. Donc, on a attaqué sur du Python à faire des petits programmes par-ci par-là que j'ai bien aimé, mais surtout au deuxième trimestre, on a attaqué à faire du HTML, CSS et faire la construction d'un site. Donc là, j'ai vraiment adoré, sans connaître tous les outils qui existaient, WordPress, etc. Donc, c'était vraiment du pur et dur. Et là, je me suis lancé comme projet de faire le nouveau site internet de mon club de BMX. Donc, au départ, innocent que je suis, je voulais le faire en full HTML, CSS. Donc, autant vous dire que le projet n'est jamais allé au bout. Mais c'est comme ça que du coup j'ai commencé l'informatique. Puis après, comme Nathan, je me suis orienté en DUT informatique et voilà. Et après, c'était parti. C'est ça. Noé, de ton côté, t'as commencé par quoi? Moi, à la base, je jouais beaucoup. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé le développement pour créer des programmes de triche
Évidemment. Pour m'aider dans les jeux, du coup. Et j'ai créé des petits scripts en Python au tout départ qui marchaient une fois sur deux pour m'aider à compléter des niveaux ou à augmenter mon nombre d'argent. Et ça a commencé comme ça. Après, un peu comme tout le monde à la table, je suis passé sur un DUT Info après. Et les jeux vidéo, vous avez tous... Enfin, vous jouez tous? Plus beaucoup. Ouais, quand même. Ah non, du tout. Moi, je suis pas du tout jeu vidéo. Je suis peut-être du coup le cliché inverse de l'informaticien. Mais... Là, pour le coup, j'ai pas de console, rien du tout. Le seul jeu auquel je jouais, c'était FIFA à l'époque, tard à l'époque. Mais maintenant... Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, il y a beaucoup de devs qui jouent avant de coder, quoi. Mais des fois, ça fait naître des passions, comme toi, Noé, mais... Ouais. Enfin, ou de triche, quoi. C'est une passion. C'est une passion comme une autre. Ça marche. Et après, je sais qu'en général, c'est souvent aussi, les deux sont assez distincts. Et on joue aux jeux vidéo, on fait du dev, mais je sais que moi, pour ma part, j'ai pas particulièrement envie de faire du dev pour du jeu vidéo. Genre, c'est vraiment deux choses totalement différentes, et je sais pas ce que vous en pensez. Genre. Ouais. Après, c'est encore particulier aussi quand tu fais du dev pour jeux vidéo. Après, Oui. Concrètement, c'est pas du tout la même chose que du dev comme nous on fait pour du web principalement. Ah oui, c'est sûr. Antoine, toi, t'as commencé par quoi? Alors, l'histoire, elle est drôle parce que je l'avais racontée à mon entretien pour entrer à Xopen. C'est purement une histoire d'ego entre frères en plus, parce que donc mon frère était en terminale, il découvrait les programmes de calculette justement, et on s'est dit est-ce qu'on pourrait pas devenir millionnaire en vendant des programmes de calculette, donc les cours de terminale en S. Et donc il s'est dit ce serait bien qu'on fasse un petit site internet où on puisse vendre 1 ou 2 euros le programme à chaque fois pour les gens. Et donc je me suis lancé, moi j'étais en 4e, je me suis lancé dans le développement, alors non, c'est pas le développement, dans la réalisation du site internet, avec un logiciel qui s'appelait YSI ou Builder, un truc comme ça, une bêtise pas possible où on déplaçait les choses visuellement. Ça a fait un rendu qui était un peu catastrophique, mais j'étais très fier, j'étais en mode ça y est, je suis le meilleur développeur du monde. Et des millions. Ça y est, dans ma tête, c'était parti. Et puis finalement, mon frère est arrivé, il m'a regardé, il m'a fait « mais en fait, tu développes pas ?» Et du coup, je me suis senti agressé, j'ai fait « ah bon, puisque c'est ça, je vais faire moi-même le site ». Donc je suis allé sur Open Classroom, enfin à l'époque c'était le site du zéro, si je dis pas de bêtises. Et j'ai commencé à faire le site, ça s'appelait SpeedProg, un truc dans le genre. Et puis voilà, donc HTML tout doucement, puis CSS, puis j'ai rajouté un peu de PHP pour dynamiser cette page. Et puis je sais jamais allé jusqu'au bout parce que ça s'appelle un projet personnel, et un projet personnel ça va pas jusqu'au bout. Et mais c'était super chouette, et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et puis après tout doucement j'ai migré vers du Minecraft et rajouté des plugins de Minecraft, donc dans le jeu vidéo. Et puis finalement, Minecraft, et j'ai traîné là-dedans jusqu'à où je suis aujourd'hui. Donc ça a commencé comme ça. D'accord. Et du coup, toi, donc t'as appris un peu avec le site du zéro, etc. Puis après, via un projet. Vous, autour de la table, c'est pareil. Vous avez, c'est quoi? C'est plus vous aviez un projet dans la tête et du coup, ça vous a donné envie d'apprendre et vous avez peut-être utilisé des sites ou quoi, ou vous avez fait l'inverse? Ouais, ça m'a. En fait, vu que j'ai beaucoup appris à l'école, parce que j'ai commencé très tard le développement, moi, ça a été beaucoup pour me faire progresser les projets plus que pour apprendre le dev. Il y a rien de mieux pour passer des caps, j'ai envie de dire, de se lancer tout seul sur une thématique et pas savoir quoi faire. C'est là où on apprend le plus. Mais non, moi, c'était pas trop démarrer par un projet et ensuite aller dans le dev. C'était plus l'inverse. Non, moi, c'est comme mon cousin me montrait beaucoup de ce qu'il faisait en fait. Je voulais absolument comprendre ce qui se passait à travers l'écran. Et du coup, comme Antoine, je suis allé sur le site du zéro, je me suis fait les tutos encore et encore et encore. Et petit à petit, j'ai fait les tutos, j'ai fait ce que je voulais faire aussi, parce que ça me donnait des idées. Et après, voilà, je suis ici maintenant. C'était parti. Jonathan, toi, c'est avec ton projet de BMX? Ouais, toujours le fameux site que j'avais commencé, du coup, il a fini malheureusement en WordPress. Mais pareil, donc au départ, le WordPress, c'était juste un thème vraiment que j'avais complété, etc. Et au fur et à mesure, le WordPress est devenu de plus en plus complet jusqu'au point où c'est moi-même qui ai codé le thème, en fait. Donc c'est comme ça que je suis rentré petit à petit dans le monde du développement web. Et après, de côté, j'avais des petits projets à essayer de faire des sortes de petits ERP pour le club. Et en parallèle aussi, je ne sais pas si vous connaissez Arduino. Ouais. J'ai découvert Arduino pour faire pareil des petits projets à droite à gauche comme ça. Voilà. Mais toujours avoir un projet derrière, en fait, apprendre le code juste pour apprendre le code sans avoir quelque chose derrière, ça marche pas. Ouais. Pas bien en tout cas. Ça marche pas bien. En tout cas, il faut une grande motivation. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a plu en fait dans l'informatique? Alors Noé, c'est quoi qui, à part tricher et à part tricher, c'est aussi un moyen d'exprimer un peu sa créativité, en vrai.
Et à part les codes les trucs pour tricher, etc., j'ai fait des petits jeux, des petits logiciels, principalement dans le but de faire les copains souvent. Donc, c'est un moyen un peu de faire des belles choses. Ce que je trouve intéressant, c'est le côté, notamment pour le web, c'est l'aspect minimaliste des besoins qu'il faut pour commencer à rendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un bloc-notes sur ton ordinateur de 1997, écrire 3 balises HTML et tu as déjà un rendu visuel tout de suite. Et je trouve ça hyper concret. Alors, notamment l'HTML, parce qu'après, quand tu pars dans des langages plus compliqués, là, effectivement, il faut compiler, machin, etc. Mais quand tu fais HTML, CSS, tu as un rendu visuel qui est tout de suite là, et c'est hyper satisfaisant, et du coup, ça donne une envie de OK, aller plus loin, OK, rendre encore le truc plus beau, etc. Avec presque rien à la base, quoi. C'est ça. Et tu as toujours après ce sentiment de fierté quand tu fais tes lignes de code encore et encore et encore, que tu l'exécutes, et que ça t'affiche la belle page HTML que tu voulais, avec les bons aliments, la bonne police, tout. Il y a toujours cette impression de travail accompli, en tout cas. Surtout dans un aspect aussi visuel qu'est le développement web. Bon, après, tu changes la taille de la page et tu pleures, mais Évidemment. t'es content 5 secondes, quoi. Après, tu fais du responsive et puis Voilà, tu c'est pleures ça. pour un bootstrap. Tu pleures beaucoup, finalement. Pendant le développement, cette fois. Et ça vous fait toujours vibrer aujourd'hui? C'est toujours la même chose ou est-ce que je sais pas, est-ce que la passion du début, elle passe? Parce que ça fait quoi? Ça fait quelques années maintenant que vous codez, ça fait au moins 5, même plus que ça pour certains d'entre vous. Et est-ce que ça bouge? Est-ce que ça évolue? Enfin, comment vous vous sentez aujourd'hui? Je suis toujours aussi passionné, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Au début, c'était vraiment pour la découverte et faire 2-3 balises HTML qui rendaient. Maintenant, plus on avance, plus on acquiert des compétences, c'est plutôt avoir du code propre, efficace. L'optimisation. Voilà, et de l'optimisation La découverte de nouveautés, finalement. aussi. Premier stage à Axopen, j'ai découvert Angular, et j'étais en mode, ça y est, c'est le renouveau dans ma vie. Incroyable. Deuxième stage à Axopen, je découvre plutôt côté back, du coup, Java Spring Boot. Là, je me dis, mais ça y est, c'est extraordinaire encore plus. Je me dis, c'est quoi la prochaine étape, quoi? Qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est ça qui rend la chose intéressante, finalement. C'est vrai que c'est un milieu qui a vachement évolué. Après, est-ce que ça stagne pas un peu plus aujourd'hui? Parce que au niveau technologique pur, c'est vrai qu'il y a moins de... Enfin, je veux dire, en tout cas, tu parlais d'Angular Spring, c'est toujours les mêmes outils depuis quelques années. Après, je sais pas si vous, dans le job, vous allez toujours plus loin dans l'optimisation, comme disait Nathan. Si du coup, ça vous redonne encore plus de challenge encore aujourd'hui, quoi. Même si les outils changent peut-être un peu moins. En fait, il y a moins de changements d'outils, mais les outils évoluent. En fait, il y a les montées de versions, etc. Et en fait, si on veut se tenir à jour, on se retrouve à quand même réapprendre pas mal de choses tout le temps. Parce que là où avant, en fait, il y avait une problématique, on crée un nouvel outil, là maintenant, on essaie d'avoir un outil qui fait plein de choses et petit à petit, on se retrouve quand même à devoir apprendre toujours beaucoup, même si on fait plus ou moins la même chose. Et puis ces derniers temps, il y a aussi la nouvelle problématique de serverless, donc avec beaucoup de nouveaux langages qui ont émergé, comme le Rust par exemple, donc qui apporte un petit vent de fraîcheur, qui va pas encore peut-être remplacer les gros monolithes actuels, Java, Spring Boot, .NET qu'on utilise, mais c'est toujours une petite nouveauté qui vient pimenter la vie quotidienne. Un petit coup de piment. C'est ça. Après, moi, je sais que de mon côté, ce qui me plaît vraiment beaucoup dans le code, c'est la résolution de problèmes. On a toujours des problèmes en tant que dev, c'est indéniable. Mais de devoir toujours trouver une solution pour répondre à la problématique, moi, c'est un des trucs que j'adore. J'ai beaucoup commencé un peu comme tout le monde avec l'aspect créatif, visuel, où on pouvait commencer. Mais là, moi, ce qui me plaît vraiment en ce moment, moi, c'est résoudre des problèmes tout le temps. Ça me fait penser à la résolution de problèmes. Et puis après, je vais arriver sur les clichés, mais très vite. On assimile en tout cas... Alors moi, je viens pas du monde du développement. Vous le savez. Au début, en fait, on a toujours effectivement des préjugés là-dessus et on se dit, venu de l'extérieur, pour être bon en dev, il faut être bon en maths. Enfin, c'est résolution de problème. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une vérité ou est-ce que ça aide d'être bon en maths ou vous pouvez être nul en maths et bon en développement? Ça dépend ce que tu appelles nul en maths. En fait, tu peux ne pas aimer les maths à l'école et pas être bon à l'école en maths, mais être bon en maths. En fait, pour moi, ce qui est en commun entre la programmation et les maths, c'est le raisonnement logique et l'application et la compréhension de patterns. C'est que tu peux être très mauvais en maths à l'école parce que, je sais pas, la matière te plaît pas ou quoi que ce soit, mais au final, au fond, être quand même bon en maths, c'est pas un souci. Et après, même si t'es pas bon en maths et que fondamentalement t'es pas bon en maths, tu peux quand même faire de la programmation, ce sera pas un problème. J'en suis exemple, j'ai 8 en maths au bac. Bravo, Jonathan. On voit ce que ça donne dans ce code.
Là, tu parles du bac et tout ça avant d'atterrir vraiment dans les clichés. En études, du coup, vous avez tous fait quoi? Parce que j'entendais les DUT informatiques. Tout à l'heure, tout le monde est à peu près passé par là. Moi, j'ai Non, fait une école d'ingé, donc je dois être un peu l'intrus. Bah, toi, t'as fait une prépa. Moi, j'ai fait la prépa. Ouais. Ouais. T'as- Pas intégré aussi à l'école d'ingé. Et vous, les gars, vous étiez partis sur des DUT info, licence? Moi, le parcours DUT Info et licence pro derrière. Ouais. Donc après la licence pro en alternance, donc dans une autre entreprise à l'époque où j'étais sur Valence. Et après, j'avais pour projet, je me rappelle, j'en ai parlé à Camille quand j'étais à l'entretien ici, je voulais faire une passerelle, bosser 1 an ou 2 ans en entreprise et ensuite retourner en Master 2. Camille m'a dit, on verra dans 2 ans. Voilà. Et on est bon, on s'en parlera après. Non, mais surtout, en fait, j'ai pas envie de retourner en Master. Enfin, Ah bah, retourner sur les bancs de l'école, une fois Non. que tu l'as quitté pendant un moment, faut en dur. vouloir. C'est dur, ouais. Ouais, faut en vouloir. Mais bon, après, c'est choix perso. Comme tu veux. Hein. Dans 10 ans, finalement. Peut-être dans 10 ans. oui, ouais. peut-être. Quand tu feras la crise de la trentaine, quarantaine. Je sais plus bien. Du coup, durant votre apprentissage, vos débuts de carrière déjà, est-ce que vous avez souffert de clichés sur les développeurs ou pas? Alors, je dis souffert, c'est peut-être un grand mot. Mais, Moi, je pense que c'est surtout avec les personnes âgées, quand on parle avec tes grands-parents, ce genre de choses, qui comprennent pas trop ce que tu fais ou quoi que ce soit. Mais et en effet, le mot souffert est vraiment grand. Quoi. Juste des petites incompréhensions, mais rien de bien grave. S'ils comprennent quelque chose de très bien, c'est que si jamais leur imprimante est en panne, il faut te demander à toi. C'est ça qu'ils comprennent très très bien en général. je veux dire, c'est que ça, c'est quand même le cliché de base, je trouve, c'est que dès que tu travailles, mais même, je pense même, t'es même pas développeur, mais tu travailles dans le monde informatique. On est réparateur d'imprimante. T'es réparateur. Toujours. T'es réparateur. On cherche le parc imprimante de toute la famille, avec option SAV sur les télés qui marchent pas, parfois aussi. Ouais, toujours. En vrai, comme vous êtes développeur, vous y connaissez un peu plus que les gens qui n'ont pas fait dev ou pas? Est-ce que vous pouvez vraiment réparer quand même les ordinateurs et tout ça? Faut pas le dire. Ça se sait, mais ça se dit pas. Ah, donc c'est bien vrai. Après, tu vois, par exemple, pour les télés, les imprimantes et ce genre de choses, je pense que c'est plus un aspect générationnel. Et en fait, n'importe quel jeune de notre âge ou personne de notre âge aujourd'hui sait régler le problème de mamie 75 ans qui est un peu en difficulté avec sa box, quoi. Et c'est pas forcément lié. Alors peut-être qu'on a plus d'affinité avec ça, mais je pense que c'est surtout générationnel. Ouais. C'est juste, je pense qu'on bidouille beaucoup sur notre ordinateur, du coup on a l'habitude de voir, je sais pas, des menus dans tous les sens ou quoi que ce soit, ce qui fait que quand on arrive sur je sais pas, une nouvelle télé ou quoi que ce soit, on s'y retrouve facilement parce que c'est toujours un peu la même chose. Là où une personne qui fait jamais ça a pas l'habitude. C'est sûr. Mais on n'est pas plus compétent que n'importe qui là-dessus. Après, sinon, en cliché vraiment en informatique, moi j'étais dans un IUT où du coup on avait donc la filière info, la filière GEA, la filière TC que tu connais bien, je pense. Oui. Et oui, c'était un peu la guerre entre les trois. Et les infos, pour le coup, enfin les infos, on avait les clichés bien sûr que des mecs. Après, c'était un peu vrai, on était sur 80, je pense qu'on était 77 mecs. Donc on a ce cliché-là, puis le fait qu'on sente mauvais, le fait que... Non, vraiment, ça c'est vraiment un cliché qu'il y a sur les informaticiens. Il y a D'ailleurs, des stats aussi sur l'odeur, non? D'ailleurs, pour le coup, notre anecdote dans l'anecdote, fut un temps, j'ai été formateur WordPress, donc, période sombre de ma vie, mais donc, auprès d'artisans, donc je forme la personne et tout, et une fois, il y a une personne qui m'a fait une remarque. Ah, franchement, je m'attendais pas à voir une personne comme vous en formateur. J'ai comment ça? D'habitude, je sens mauvais. Ah voilà. C'est gentil de me dire que je sens bon. Donc ouais, non, mais c'est vraiment les clichés qui restent un petit peu pour le pôle info, on va dire. Après, le cliché qu'il n'y a que des femmes en développement, il n'est pas tant faux. Enfin, qu'il n'y ait pas de femmes en développement. Qu'il n'y ait pas de femmes, oui, pas tant de femmes en développement. Mais moi je trouve, pour m'être baladé pas mal dans les écoles et tout ça, même encore récemment, je trouve qu'il y a quand même les proportions dans les écoles, si on parle de développement pur, parce que dans le monde de l'informatique, dans la chefferie de projet, etc., c'est vrai qu'on croise plus de femmes, mais quand on regarde les écoles et ceux qui veulent faire du dev, c'est vrai qu'il y en a finalement très peu aujourd'hui, quoi. C'est pas un cliché finalement. C'est réalité. C'est une vérité vraie. Ouais. Après, je pense que ça commence un petit peu à tourner maintenant avec l'inclusivité, etc. C'est hier, je crois, j'ai entendu une pub de Hugo Décrypte, une école inclusive qui s'était lancée
Alors, je pense que c'est une école privée pour faire autant de pub que ça, mais pour inclure plus les femmes en informatique, en développement. Donc je pense que ça va changer. J'ai entendu aussi. Mais après, c'est pareil, on parlait en préambule un petit peu des familles, etc. Je sais qu'il y a des parents qui ont aussi des mauvais a priori sur l'informatique, qui connaissent pas, qui se disent que c'est tu vas passer ta vie devant un ordinateur, etc. Et des fois, peut-être que du coup... les gens ne sont pas encouragés à aller dans ces voies parce qu'il y a des a priori. L'impact familial, il est énorme sur ce genre de... Oui. Ouais. Après, je sais que dans les écoles, ils sont en train, enfin en tout cas dès le plus jeune âge, d'intégrer un petit peu des composantes de développement, etc. Donc peut-être que ça va ouvrir aussi des nouvelles possibilités, que ce soit pour n'importe qui, en fait. Donc, quoi. Mais je trouve que ça fait partie des métiers où c'est difficile, quand tu fais pas partie du domaine, de savoir vraiment ce que la personne fait, de savoir c'est quoi son quotidien, etc. D'avoir une idée précise du métier si on n'a pas un peu essayé dans notre coin. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des... c'est assez différent entre ce qu'on imagine de ce qu'on va faire et ce qu'on fait réellement. Entre le développement qu'on peut voir sur les films, où là, on parlait dans des podcasts, où ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on fait quotidiennement. Il y a une réelle différence et c'est difficile d'imager ce qu'on fait au quotidien. C'est ça. Et c'est pas non plus un métier visuel du point de vue de l'extérieur. Du point de vue de l'extérieur, c'est un écran noir. C'est un écran noir. C'est ça. Et c'est seulement quelqu'un qui tapote sur un clavier à longueur de journée. C'est l'image qu'on se fait, et c'est l'image qu'on voit un peu aussi. T'as l'image du hacker aussi, un petit peu. Il faut un sous à capuche et tes lunettes pour ça. Tiens, en parlant de transition sans transition, est-ce que le développeur s'habille mal ? Ou est-ce que le développeur a toujours des habits avec... alors, est-ce que j'en vois autour de moi ? Des t-shirts avec de Mario Kart ou autre. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Je pense que les stats sont pas en notre faveur. Après, on s'habille à l'aise. Oui, c'est ça, surtout. On s'en fout un peu, peut-être. On se fait beau pour notre écran. Non, en vrai, moi, je trouve ça va. Je pense que ça va, mais en moyenne, on en porte plus que les autres, mais on n'est pas non plus tous comme ça. Ouais, j'allais dire, je pense que ouais, ça va. Mais c'est vrai que des fois, c'est marrant de vous voir arriver avec les t-shirts avec des vannes dessus, sinon, c'est les trucs comme on et tout. Les vannes de développement, tout ça me fait toujours mourir. Le plus marrant, c'était pour la photo de promo, comme je l'appelle, mais quand on a refait la photo de groupe de l'entreprise, où tout le monde était venu en chemise, on se reconnaissait même pas, ouais. Plus du tout. Une boîte de compta, quoi. C'était jamais vu comme ça, c'est vrai que c'était drôle. D'ailleurs, les gens, ils angoissaient, ça se voyait, ils l'ont vite posé, la chemise. C'est clair, il y en a qui allaient changer. Moi, je suis allé me changer plusieurs fois. Non, je l'ai mis au dernier moment, la chemise. D'ailleurs, quand même, il y a un défi, faire venir Olivier un jour en Marcel. Déjà t-shirt, déjà pour Marcel. Ce serait drôle. On a d'autres clichés sur le fait que le développeur il travaille tout seul dans son coin et il est finalement assez asocial. Est-ce que c'est vrai ? Je pense qu'il y a un fossé entre le moment où on est jeune et on est un peu en train d'apprendre de notre côté le développement chez nous, derrière notre écran, et puis le moment où on rentre dans les études, où on rencontre des gens. Puis après, quand on arrive en entreprise, où là, en fait, il n'y a pas le choix que de travailler en groupe, parce que sinon, en fait, on n'apprend pas grand-chose, et on se rend compte que c'est tellement plus efficace en groupe. Je pense que ça évolue au fur et à mesure de la carrière et de la vie. À semi-vérifier. C'est mon avis. Après, je pense que ça dépend beaucoup des entreprises. Quand il y a un peu en ce moment toute la vague de full remote ou ce genre de choses, où en fait, concrètement, ils vont toujours travailler en groupe avec des gens, mais ils seront pas à côté physiquement, du coup, ils seront un peu tout seuls. Ou je pense des fois aux freelances qui vont travailler beaucoup chez eux, mais avoir des communications avec les autres. Où ça peut être quand même un travail très seul physiquement, mais virtuellement pas vraiment. Je pense que c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup ce cliché. J'en ai un autre. Est-ce que les développeurs mangent mal ? Oui. Je pense que ça se voit au nombre de pasta box qu'il y a dans la poubelle. C'est clair. Ah, et les tacos. Les tacos, les burgers. Vous cuisinez jamais ? Non, mais je suis pas le bon exemple. Vraiment, je suis pire de tout, je pense. Non, rarement. Et puis là, maintenant qu'on est à Pardieu, on a des restaurants tout autour de la ceinture. Autant en profiter. Ouais, c'est clair. Il y a 3 Tupperware tous les midis dans le frigo et les 50 autres, ils vont chercher à manger. Je sais pas. À peu près quelque chose comme ça. Ouais, je pense. Oui. Franchement. Et encore 3 d'échantillons. Ouais, je suis peut-être gentil avec 3. C'est la période estivale, c'est pour ça. Et en plus, maintenant qu'on a la carte Ticket Resto, ça va encore plus vite. C'est tellement plus simple. Et en plus, maintenant que c'est compatible Uber Eats. Il y a des clichés, on peut se battre, mais celui-là, je crois que celui-là, mais je l'accepte. On aime bien la bonne nourriture. Après, heureusement, on a un super bar à salade qui est à 50 mètres de la boîte quand on veut manger sain.
On peut. Avec une grosse sauce César dessus, mais on peut. Et j'en ai un dernier, qui est vachement en vogue ces derniers temps, c'est est-ce que c'est bientôt fini les développeurs et est-ce que ça va être remplacé par l'IA? Est-ce que ChatGPT vous volera votre métier? Moi, je suis assez serein, concrètement. Quand on voit les réponses qu'il donne, il est pas mauvais, hein, mais il peut pas faire un truc complet parfaitement. Il y a toujours plein de problèmes il y aura toujours besoin d'humains pour combler, quoi. Bon, moi, aucun doute sur le fait que le métier de développeur est assez... comment dire, on n'a pas de problème à se faire là-dessus, quoi. Non. Dans le pire des cas, il évoluera. De toute façon, il évolue sans cesse, mais il disparaîtra pas, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que maintenant, la plupart du temps, quand on a des IA liées à l'informatique, c'est des aides très précieuses pour le développeur. Il y a maintenant plein d'outils liés à l'IA pour nous aider à développer qui sont vraiment très bien. Mais si l'humain est toujours là pour regarder le code qu'il met et pour l'améliorer ou changer 2-3 trucs, c'est qu'il y a une raison et qu'on ne pourra pas tout faire avec l'IA, surtout au niveau du code. Puis pour que l'IA soit performante, il faut que la demande soit précise et c'est pas le cas de tous les clients où des fois on avance avec eux au fur et à mesure et que la demande elle change en fait, peut changer du tout au tout en pas longtemps, quoi. Bon, c'est bon pour vous du coup. Il y a encore un petit peu. On est large. C'est large. C'est pas de souci. Merci du coup pour avoir un peu démonté tous les clichés qu'on avait. Alors il y en a pas plein, tout démonté. hein. Oui, d'accord. Il y en a qui sont vraiment ancrés. Hein. On les a acceptés, ça. Oui, vous avez accepté, c'est tant mieux. Après, il y en a encore plein. Là, on avait pris que les plus importants, ceux qu'on revoit le plus souvent. Je sais pas si vous en avez d'autres qui. C'est vrai que le développeur qui pue, j'avais pas osé le mettre, puisque Jonathan en a parlé. C'est un cliché. Ça, c'est plus un cliché qu'autre chose. Après, le fait qu'on soit tous, en majorité masculine aussi, ça aide pas, je pense. Ça va changer avec le temps. J'ai l'espoir. Et avant de se quitter, est-ce que vous pourriez donner des petits conseils aux gens qui veulent possiblement apprendre à commencer à coder, que ce soit conseils ou des outils sur lesquels ils peuvent aller? Nathan, tu as des... c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec les projets. Je pense que c'est une des choses les plus importantes parce que ça lie deux choses. Ils vont pouvoir travailler avec l'informatique et c'est un point obligatoire. Et le deuxième, c'est qu'ils vont faire une chose qui leur plaise, quoi. Ils ont un projet, ils veulent aller au bout, ils vont être motivés et les deux ensemble, c'est là où ils vont le plus apprendre. Et je voudrais finir par la partie où il y a souvent des questions qui se posent sur quel langage commencer ou ce genre de choses. En général, vous prenez juste un au hasard et vous le faites. Ça reste de la programmation, il y a toujours des différences entre les langages, mais pas significatif au point qu'une personne qui fait du Python ne pourra jamais faire de Java. L'objectif, c'est d'apprendre la programmation, c'est pas de devenir le développeur le plus performant dans un langage, quoi. C'est ça. Et maintenant, il y a de plus en plus d'aides pour les débutants pour introduire le développement informatique. On avait parlé de l'enseignement Site du Zéro qui s'est renommé Open Classroom. Et il y en a plein d'autres comme ça. Il y a aussi beaucoup de petits tutos ludiques sur Internet pour faire découvrir un langage. Je pense notamment à FlexFroggy qui permet d'introduire le CSS pour positionner différents éléments. Donc, comme a dit Nathan, premier du nom, si on prend un langage, c'est très facile de trouver de l'aide sur Internet. Donc, faites un projet, lancez-vous, et même si vous rencontrez des problèmes, il y aura toujours quelqu'un qui aura eu ce problème. Et donc, oui, ça c'est vrai. Stack Overflow. Oui, d'ailleurs, en parlant de Stack Overflow aussi, chose qui est très importante pour commencer un petit peu en informatique, c'est l'anglais. Ouais, c'est vrai. Faut pas non plus être bilingue pour commencer l'informatique, mais s'habituer à faire des recherches en anglais plutôt qu'en français. On aura beaucoup plus de résultats en anglais, même des mots simples, des mots bêtes. Moi, je suis le premier, je suis une quiche en anglais. Mais j'arrive à faire mes recherches en anglais et à trouver beaucoup plus de résultats en anglais qu'en français. Après, il y a une différence entre être bon en anglais et être bon en anglais informatique. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Faut connaître les 2-3 mots anglais et après, c'est bon. Il n'y a pas non plus... pas savoir faire des poèmes en anglais ou quoi que ce soit. Non, mais juste une petite base, quoi. Finalement, la meilleure compétence, c'est peut-être bien maîtriser l'outil de recherche Google. Oui. Et en fait, les gens ne savent pas rechercher sur Google. On a tendance à écrire des phrases à rallonge. Il faut être concis. Mais ça, c'est un cliché méconnu des développeurs. Tout le monde pense qu'on est en train de H24 de taper, mais en fait, on est 3/4 du temps sur Google. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, vous tapez pas tant que ça en plus. Beaucoup de copier-coller. Ouais. CTRL-C, CTRL-V. La base. Après, pour la formation, ça s'adresse un peu plus aux personnes un peu plus expérimentées, mais je pense à l'open source, qui est, je trouve, une des dernières étapes pour progresser en informatique, qui permet
partager son code avec d'autres personnes. Et le fait de travailler avec d'autres personnes, et surtout en open source, où en fait il n'y a pas de grande deadline, en fait l'objectif c'est d'avoir le meilleur code possible. Et c'est là où on va vraiment pouvoir apprendre des problématiques bien plus complexes, avec non plus juste le code qui fonctionne, mais avoir un bon code. Et je pense que c'est une bonne dernière étape pour se former l'open source. Mais on ne commençait pas par ça. Bon, merci en tout cas, les gars, pour vos avis sur le sujet. Et puis, écoutez, je vous souhaite déjà tous là autour de la table des bonnes vacances, si vous en prenez là cet été. Merci. Et puis, ceux qui nous écoutent, merci. Alors là, ça fait plus de 80 épisodes qu'on enregistre là en tout avec les interviews et tout. Donc, merci à tous, pour tous ceux qui ont participé, pour tous ceux qui nous écoutent. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour des nouvelles aventures. On aura des podcasts à être prévus sur, justement, on parlait un petit peu des études tout à l'heure. On va faire un podcast un peu RH. Et puis, il y en a d'autres de prévus sur la maintenance. Avec le retour des titulaires, Philippe et Arthur. Voilà, retour des titulaires. L'équipe numéro 1 sera de retour. Retour de placard. Je n'avais pas proposé à Philippe, parce que vu qu'on parlait d'historique, en fait, ça allait prendre trop de temps qu'il nous raconte ça. C'est ça. Merci à tous et bonnes vacances. Merci. À bientôt. Merci à toi. Ciao. Ciao.